autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Ravi de vous retrouver pour ce numéro de NCI 360. Bonsoir à tous et bienvenue. La situation au Niger a fortement dominé l'actualité cette semaine avec cette décision de la CEDEAO d'activer et de déployer sa force d'intervention pour réinstaller Mohamed Bazoum au pouvoir. L'organisation affirme toujours vouloir privilégier une résolution pacifique de la crise. Cependant, cette décision ne fait pas l'unanimité, aussi bien au sein de l'Alliance qu'au sein des populations. Nous en parlerons en première partie d'émission. Sur le plan national, nous avons cette épineuse question des candidatures indépendantes lors des élections locales du 2 septembre. C'est un véritable casse-tête chinois pour les partis politiques qui dénoncent et menacent. Ces actions sont-elles efficaces? Nos invités se prononceront. Et puis pour finir, ce double deuil qui frappe la Côte d'Ivoire. Après la mort d'Henri Konan Bédié le 1er août, une autre figure majeure de la vie politique ivoirienne s'est couchée une semaine plus tard. Il s'agit du général Gaston Wassenan Koné, ce héros qui a été le tout premier lieutenant à hisser le drapeau ivoirien le jour de l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960. Avec moi en plateau pour aborder tous ces sujets, Roger Adom. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Vous avez été ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Vous êtes membre du conseil politique et directeur de cabinet du secrétaire exécutif du RHDP. C'est bien ça. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau de NCI 360. Cissé Amadou, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes président du mouvement Soutien africain pour la démocratie et la paix. Exactement. Bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau d'NCI 360. André Sylvain Konan. Bonsoir. Bonsoir, Evelyne. Vous êtes journaliste et fondateur du journal Ivoire Hebdo et vous êtes un habitué de ce plateau. Nous avons également l'honorable Dédé Blaise, député de Grand Laou, membre du bureau politique du PDCI. Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame. Et merci d'être avec nous. Merci. Professeur Ngoran Bangali, analyste politique et spécialiste des relations internationales également ce soir sur ce plateau d'NCI 360. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Evelyne. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Et puis le dernier invité, c'est Michel Betta, qui est journaliste, directeur et fondateur du journal Le Bélier. Bonsoir, Michel Betta. Bonsoir, Evelyne. Et merci d'être avec nous également. C'est moi qui vous remercie. Réunis ce 10 août à Abuja, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a ordonné l'activation immédiate de sa force d'intervention. De retour à Abidjan, après avoir pris part au sommet, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé l'envoi par la Côte d'Ivoire de près de 1000 soldats comme contribution à la force qui, selon lui, devrait intervenir dans les plus brefs délais. Suivons ensemble ce reportage de Pierre Dipomula. Constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc, pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Roger Adom, je vais commencer par vous. On a entendu le président annoncer ce bataillon de près de 1000 soldats. Que répondez-vous à ceux qui craignent cette intervention de la CEDEAO au Niger et qui pensent à un embrasement de l'Afrique? D'accord, mais je pense que déjà, il faut dire que c'est la voie de la paix qui est privilégiée, donc la voie du dialogue. Le président Ouattara, nous connaissons tous sa sagesse et son intelligence, donc ce n'est pas un va-t-en-guerre, loin de là, mais il est important que nous donnions le signal
que nous ne pouvons plus tolérer de coups d'État dans notre région. En 4 ans, donc de 2020 à 2023, il y en a eu 4. Je pense que celui-ci est un de trop. Et ce, d'autant plus qu'il n'y a pas de situation au Niger, telle qu'on perçoit le pays aujourd'hui, qui justifie cela. On se rend compte aussi, depuis 2 semaines, que le coup a été fait, que les putschistes ne veulent pas négocier, puisqu'ils n'acceptent pas que certaines délégations viennent discuter avec eux. Ils détiennent de manière illégale le président Bazoum. Donc, on estime sincèrement, et vraiment là-dessus, nous soutenons l'action du chef de l'État, et nous soutenons ce qu'il a dit, que ceci est intolérable. On ne veut pas la guerre, on veut la paix. Mais par contre, ce qui est important, c'est que les règles soient respectées, que les constitutions soient respectées, que les mandats en cours soient respectés, et qu'on ne veut pas arriver à la guerre. Et on espère sincèrement que ceux qui ont pris le pouvoir au Niger de manière illégale pourront partir dès que possible et rétablir l'ordre constitutionnel. D'accord. Sissi Amadou, pourquoi vous soutenez les actions de la CEDEAO? Vous êtes d'accord avec cette intervention militaire? Oui, effectivement, nous sommes d'accord, mais nous privilégions également en fait, la voie du dialogue. La voie du dialogue également, comme l'a fait la CEDEAO depuis aujourd'hui. Le président de la République également l'a si bien dit. Le dialogue en fait, a été instruit depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucune volonté de la part des putschistes pour rendre le fauteuil au président légitimement élu. Vous avez vu que la CEDEAO, en fait, malgré qu'elle a déployé les moyens pour permettre que les armées puissent se réunir, les chefs d'état-major puissent se réunir pour créer des stratégies également d'attaque pour restaurer également la démocratie et la paix au Niger. Il y a toujours cette volonté de dialoguer. Et ce dialogue est toujours en cours envers les putschistes qui ont décidé également, en fait, malheureusement, de prendre également en fait, le pouvoir par les armes. Mais on note la volonté de dialoguer, mais aussi le refus de la junte de recevoir la délégation de la CEDEAO, autrement dit de dialoguer avec la CEDEAO. Oui, effectivement, c'est ce qu'on constate, mais c'est dommage. Et la CEDEAO, je pense que jusqu'à ce jour, a fait tout son possible pour permettre également de dialoguer. Mais s'il n'y a pas de suite, l'intervention militaire sera la bienvenue, légitimement, pour permettre également de restaurer en fait, le président Bazoum au pouvoir. André Sylvain Kono. Alors, il faut comprendre que l'intervention de la CEDEAO n'est pas systématique. Nombreux ont glosé ou fanfaronné, on peut dire, suite à l'arrivée de l'ultimatum. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. En Gambie, la CEDEAO a donné 50 jours à Yahya Jammeh. Entre le 1er décembre 2016, date à laquelle il n'a pas voulu concéder sa défaite électorale et que la CEDEAO lui a intimé l'ordre de dégager, il s'est passé 50 jours parce que c'est au 19 janvier 2017 que la CEDEAO a mené son offensive contre Yahya Jammeh et non contre le peuple de Gambie. Et Yahya Jammeh a fini par dégager. Et donc, la CEDEAO prend son temps pour amener les putschistes à la raison. Et je pense que les chefs d'État espèrent que la raison va les gagner, un peu comme la raison a gagné le capitaine Amadou Aya Sanogo, qui avait fait un coup d'État aussi inutile à quelques jours, à quelques semaines de la fin du mandat du président ADT. Il a fait un coup d'État au Mali et la CEDEAO l'a amené à rendre gorge. Je veux dire, ce n'est donc pas la première fois que la CEDEAO est engagée dans ce genre de processus. Donc c'est un scénario qui est connu. Et les putschistes du Niger finiront par rendre gorge. Honorable Ndédé Blaise, votre avis sur cette situation au Niger et notamment cette décision de la CEDEAO? Merci de me donner la parole. Avant de venir au sujet, puisque en me présentant, vous avez dit que je suis du PDCI-RDA et nous vivons un moment de deuil.
je voudrais profiter pour dire merci à tous les Ivoiriens pour cet élan de solidarité envers le PDCI-RDA. Merci au président qui a accordé jusqu'à 10 jours. Vous voyez que celui qui est parti s'est toujours inscrit dans une culture de paix. Et c'est un deuil qui concerne toute la Côte d'Ivoire. Absolument. D'accord. Et le PDCI-RDA, qui a sa terminaison Rassemblement démocratique africain, qui a une fibre d'Africains, condamne tous les coups d'État. Nous condamnons les coups d'État, on l'a dit plusieurs fois, mais vous pensez que la meilleure façon de rétablir l'ordre, c'est d'envoyer des militaires? Nous ne pensons pas. Pour nous, il faut continuer de dialoguer et jusqu'au bout, le dialogue finira par l'emporter. Mais dialoguer avec qui? Vous savez que la junte a plusieurs fois refusé de recevoir la délégation de la CEDEAO qui a quitté Niamey sans rencontrer la junte. Oui, là, on parle de chefs d'État qui veulent rencontrer les putschistes. Mais la CEDEAO a plusieurs mécanismes. On a des députés, on a des parlementaires qui peuvent chercher à rencontrer les putschistes. Et quand on parle c'est parce que je ne justifie pas le comportement des putschistes, mais je pense que la CEDEAO a mis la charrue avant les bœufs. On a précipité les choses en fermant les frontières, en menaçant, et ça a dû durcir certaines positions. Mais nous pensons qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas tout de suite aller à lancer des militaires, à attaquer. Il faut continuer de dialoguer, envoyer d'autres mécanismes pour qu'on arrive à un processus de non-guerre. Professeur Bangali. Oui, je pense qu'on arrive à cette situation de blocage parce que dès le début, la CEDEAO a commencé par la solution du pire. Toute organisation est régie par des textes et je pense que dans ce genre de situation, il faut chercher les réponses dans les textes. Et le traité de 1975, comme celui de 1993, le traité révisé, pose un principe de non-agression non seulement entre États membres, mais au-delà de cela, il y a le principe, si vous voulez, de sanctions graduelles. Et quand on commence tout de suite par l'option militaire, qui est la dernière option, sachant que dans le contexte géopolitique du Sahel, il est impossible d'attaquer un État comme le Niger, qui est aussi vaste, parce que ça nécessite un certain nombre de préparation, on a commencé certainement par l'option du pire, parce qu'on a voulu procéder par intimidation. Alors, ça marchait dans le cas de la Gambie, mais il se trouve que dans le cas du Niger, cela n'a pas eu d'effet sur la junte qui a continué de gérer le pouvoir au quotidien comme si de rien n'était. Ils en ont seulement nommé un gouvernement qui a tenu son premier conseil des ministres et ont commencé à mobiliser des soutiens, de sorte qu'aujourd'hui, avec le temps, il y a plutôt eu une fissure du côté de ceux qui avaient porté cette option militaire au départ. Finalement, on se retrouve dans une situation où l'agence refuse de négocier parce qu'on considère qu'ils ont été mis dans cette situation par l'ultimatum. À partir du moment où on a brandi la menace militaire dès le début, ils se sont fermés au dialogue. Alors, c'est vrai que la CEDEAO essaie de trouver des moyens de contourner, disons, ce blocage-là, en envoyant, notamment le Nigeria a envoyé une association de chefs religieux qui ont été reçus, qui ont engagé des négociations. Mais je pense que finalement, on se retrouve à une sorte de double tonalité dans le dialogue. Le Nigeria essaie de mener une initiative personnelle à travers ses chefs religieux. Pendant ce temps, le dialogue est rompu avec la CEDEAO, qui est pourtant l'organisation qui est chargée de gérer ce genre de conflit. Et vous décriez cette action de la CEDEAO, mais est-ce que c'est pas parce que c'était le coup d'État de trop? On a eu le cas du Mali, on a eu le cas du Burkina. Oui, on peut le comprendre. On peut le comprendre dans la mesure, comme vous le dites, c'est quand même le 4e coup d'État dans la région. Mais en même temps que c'est le 4e coup d'État dans la région, on part du principe qu'on ne gère pas les conflits à partir des humeurs ou de l'analyse personnelle de ceux qui dirigent ces institutions. Il y a des tests qui régissent la CEDEAO. Et donc, je pense qu'il faut toujours rester dans les tests, puisque justement, ce qu'on reproche aux putschistes, c'est d'avoir violé la Constitution. On ne peut pas, en réponse, violer la Constitution également de la CEDEAO, qui est son traité de 1975 d'abord et celui de 1993. Je pense que si on reste dans les tests et qu'on procède par cette hiérarchie des normes-là, c'est clair que les choses allaient se passer différemment. Il faut aller de manière graduelle, de sorte qu'aujourd'hui, en se retrouvant face à un blocage
pour les sanctions qui étaient les mineurs, on puisse progressivement monter en ton jusqu'à atteindre l'option optimale. Mais quand on commence par le pire, c'est comme une voiture que vous démarrez en 6e vitesse. Okay. Après, vous ne pouvez plus aller devant, vous êtes obligé de rétrograder. Donc, on revient à la base qui est le dialogue. Donc, finalement, ça servit à quoi? Michel Betta? Oui, moi, je pense que dans cette crise qui a secoué le Niger, on a plus cédé à l'émotion qu'à regarder la réalité. L'émotion à quel niveau? Non, je dis quoi? Pourquoi je dis on a cédé à l'émotion? Parce qu'on a pris des décisions aussi fortes pour amener la junte à plier. La junte n'a pas plié. Moi, je crois que si on veut lutter contre la crise, notamment celle des djihadistes, il faut aller plus avec une analyse raisonnable. C'est-à-dire, il faut pouvoir, je dis comme ça, il faut pouvoir être plus intelligent que ceux qui sont en train de s'aimer la désolation et la guerre dans cette partie de l'Afrique. Il faut prendre des décisions, je veux dire des décisions assez pertinentes. J'en viens, parce que, en fait, quand on voit la réalité, c'est que les populations se sont mises du côté. Non, pas toutes les populations, mais je dis, quand on observe la mobilisation... Une partie de la population. Voilà, une partie de la population s'est mise du côté de la junte. Mais pourquoi? Parce qu'il y a le désespoir, il y a la crise, il y a une crise qui ne dit pas son nom et tout le monde est dans la pauvreté, dans la misère. Et là, on est dans le désespoir et on cherche une lueur d'espoir. Et cette lueur d'espoir-là ne vient pas. On veut maintenant adouber les coups d'État. Moi, je crois qu'il faut condamner les coups d'État, c'est vrai, mais il faut chercher des solutions qui nous emmènent à ne pas demeurer dans des situations de crise comme celles que nous vivons aujourd'hui. Je vais donner la parole à André-Sylvain Conon qui veut réagir sur ce que vous avez dit. Je pense que les peuples africains méritent de savoir certaines choses. Première chose, quand il y a un coup d'État, la CEDEAO a toujours fait ça. Les condamnations, les mesures et autres. OK, donc on ne peut pas dire que c'est la charrue avant les bœufs. Moi, ce que j'aimerais relever, c'est que dans ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, il y a un parti politique qui a été victime de coup d'État, le PDCI. Le PDCI ne devrait même pas tergiverser quand il s'agit de coup d'État. Il devrait être très ferme là-dessus. On est contre le coup d'État, je l'ai dit. Chercher des explications ou autres. Première chose. La deuxième chose, professeur Bangali le répète souvent depuis la semaine dernière, mais en fait, les tests de la CEDEAO, lui, s'est arrêté en 1993. Les tests de la CEDEAO ont été révisés en 2010. Ils ont été révisés encore en 2015. Et l'intervention militaire est autorisée. Non. Non, tout à l'heure, à deux reprises, non. Monsieur Bangali, laissez-le terminer, vous allez répondre. À deux reprises, vous avez cité les tests de la CEDEAO. Laissez-le terminer, vous allez répondre. À la révision de 1993, à deux reprises, vous l'avez dit. Mais je vous apprends. Il y a eu des protocoles à non. Monsieur Bangali, vous n'avez pas la parole. À deux reprises, vous avez cité les tests de la CEDEAO en vous arrêtant à la révision de 1993. Terminez, André-Sylvain, allez-y. Il y a la révision 2010 et la révision 2015. Je peux même citer des articles, mais c'est une perte de temps. Alors, ce que j'aimerais dire, tout à l'heure, Michel Betta parlait de pauvreté. S'il vous plaît. Mais vous voyez, les peuples africains méritent vraiment de savoir ce qui se passe au Niger. Les articles concernés. Professeur Bangali, s'il vous plaît, vous aurez la parole. Au Niger, il y a un président qui a été élu, qui a pris fonction en 2021. En 2 ans, il a fait chuter le taux de pauvreté de 6 points. En 2 ans. Première chose. Donc, cette affaire de pauvreté ne tient pas. La raison, l'explication liée, par exemple, à la situation sécuritaire ne tient pas parce que les attaques djihadistes ont diminué. Mais enfin, qu'est-ce qu'on veut en Afrique? On a un président qui est élu, qui fait partie d'une minorité, d'une communauté minoritaire, parce qu'il est arabophone. On a un pays qui est dominé à 56% par les Haoussa et d'autres communautés, parce que le problème, il est aussi ethnique. Mais on a un président, donc, qui ne privilégie pas son ethnie. Deuxième chose. Troisième chose, on a un président qui lance des projets de développement, qui va faire passer son pays de 7% de croissance cette année à 11% de croissance l'année prochaine. On a un président qui a fait sortir le principal opposant qui était alors en prison, de prison. On a un président qui n'a pas encore organisé d'élections pour les tricher, qui est au pouvoir depuis 2 ans, qui ne massacre pas son peuple un beau matin parce que 2 généraux, un, le général Modi, l'autre, le général Tiani,
ne sont pas contents de ce que l'un ait été nommé ambassadeur et l'autre en passe d'être évincé de sa fonction de chef de la garde présidentielle, décide de prendre le pouvoir et puis des gens soutiennent cela. Mais cela n'a aucun sens. C'est un coup d'État. On a bien compris. Bien noté votre avis. Allez-y rapidement et ensuite, professeur Bangali. Tout à l'heure, André a dit le PDCI qui a été renversé par un coup d'État ne devait pas tergiverser. André connaît bien le porte-parole du PDCI, RDA, et je ne suis pas le porte-parole du PDCI. En tant qu'opporteur, nous étions en deuil, tu le sais. Le PDCI prendra la parole pour intervenir sur le sujet. Je suis militant et je n'ai jamais soutenu un coup d'État. Nous soutenons la manière d'intervenir. Nous pensons que là, le chef de l'État a annoncé l'envoi de militaires ivoiriens, des moyens qui seront mis à la disposition de ces militaires-là. D'où viennent ces moyens? Ça vient du budget de la Côte d'Ivoire? Mais c'est qui l'a dit? Est-ce que c'est l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire qui a validé ce budget qui va soutenir nos militaires? C'est tout cela qu'il faut voir pour qu'on parle du même voix. Donc, n'essayons pas d'aller vite en besogne. Personne ne soutient un coup d'État. Encore moins le PDCI qui est parti par un coup d'État. Donc, on n'a pas de... Professeur Bangali, ensuite, je pense Roger que sur ce qu'André Sylvain Conan a avancé, je peux retenir deux choses. La première, c'est que la CEDEAO repose sur 11 principes fondamentaux. Et 2 de ces principes sont complètement en adéquation avec cette initiative. C'est le principe de la non-agression entre États membres, mais aussi le fait que... oui, mais bien, il s'agit de certains États membres qui vont agresser un autre État membre. Et puis le fait que la CEDEAO pose comme principe de résolution de ce genre de conflit la voie pacifique. Oui, il est vrai que le protocole de 1999, j'attendais qu'il le cite, qui institue notamment la force en attente, autorise dans certaines conditions ce genre d'intervention. Mais les conditions ne sont pas réunies d'abord, mais bien sûr, puisque vous ne l'avez même pas cité, moi je le cite pour vous, déjà pour vous aider. Je vous ai amené à citer ça. Vous ne le saviez pas. Le protocole de 1999 permet la mise en place de la force en attente qui existe dans toutes les régions. Mais donc, pour le besoin de compréhension, laissez-moi juste pour le besoin de compréhension des téléspectateurs, cette décision d'intervention est conforme au texte de la CEDEAO. La décision d'intervention n'est pas conforme au texte de la CEDEAO parce que elle entre en contradiction avec le principe de non-agression d'un État membre. Mais la force en attente n'est pas la CEDEAO a bien prévu une force en attente. La force en attente existe dans toutes les régions. Et dans le principe, elle a été instituée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Sur le principe que sur la scène internationale, il y a seulement le Conseil de sécurité de l'ONU qui détient le monopole de la violence. De sorte que quand on doit l'activer, y compris même dans le protocole de 99 de la CEDEAO, il faut avoir l'accord du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ou de l'ONU. Et dans le cas d'espèce, on décide d'aller intervenir sans avoir non seulement eu le feu vert du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ni celui de l'ONU. Donc je pense que, en plus du fait que, bien sûr, le fait d'agresser un État membre constitue une violation du traité de la CEDEAO, qui est sa constitution. Au-delà de ça, je pense que concernant M. Mohamed Bazoum, tout à l'heure, on a fait un profilage de la personne concernée. Je pense que M. Mohamed Bazoum a eu lui-même à se prononcer et a dit ce qu'il pensait des coups d'État lorsqu'il y a eu un coup d'État au Tchad. Et M. Mohamed Bazoum a expliqué dans une conférence de presse à l'Élysée à Paris et que quand il y avait un coup d'État, il fallait d'abord apprécier l'environnement, le contexte dans lequel le coup d'État s'était produit avant de se prononcer ou de dégager une position. On considère que si on veut aujourd'hui raisonner de la même manière que M. Bazoum l'a fait concernant le Tchad, le Niger est déjà une poudrière parce que le Niger est entouré par des États déjà déstabilisés ou faillis, notamment la Libye, notamment le Burkina et le Mali. Et dans un tel contexte, aller attaquer un espace comme ça qui est déjà mis en difficulté par des groupes armés djihadistes, c'est une manière de faire d'un État fragile, un État failli, et donc qui va, au contraire, au lieu d'arranger la situation, créer une déflagration que personne ne souhaite. Roger Adam et ensuite Sissi Amadou, c'est ce que vous avez entendu sur ce plateau. Ce qui me fait sourire dans ce que disent nos amis d'en face, c'est pas que c'était deux blocs, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas les traités internationaux et encore moins qu'ils n'ont jamais participé à ce type de réunion. Parce que quand on est à la CEDEAO,
comme dans toutes les institutions internationales, tout est basé sur le pour droit participer, il faut- et les s'il vous S'il plaît. vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous Tout plaît, est basé laissez-le terminer. sur le droit et les règles de l'organisation. OK. Donc, ce qui veut dire que lorsque les chefs d'État s'asseyent, déjà pour commencer à démarrer la réunion, tout est basé là-dessus, parce que les réunions sont toujours préparées. Donc, à partir du moment où les présidents ont décidé d'une intervention, ils ont pris les précautions qu'il faut. Donc, bien sûr, c'est sûr qu'il y a aussi le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Moi, j'ai vu d'ailleurs des commentateurs hier qui ont dit que cette institution avait dit non, chose qui est complètement fausse, puisque c'était validé. Et Moi, j'ai lu maintenant- un communiqué de l'Union africaine, je ne sais pas de quelle institution, mais tout à un fait, qui communiqué était validé de donc dès le soutien. vendredi. Et maintenant, après, c'est vrai qu'il y a peut-être le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais toujours est-il qu'à partir du moment où la force va intervenir, chose qui n'est pas encore le cas, ce sera adossé par le droit international. Ça, c'est le premier point. Secondo, moi, je ne vais pas faire le procès de Bazoum, pas Bazoum. OK. Je reste vraiment dans le principe des coups d'État. À la rigueur, c'est peut-être un bon président, c'est peut-être un mauvais président, peu importe. Ce qui est important, c'est que dans nos États, nos populations doivent apprendre à respecter les règles. Un pays a une constitution. Et cette constitution s'applique. Lorsque le président agit mal, il y a des moyens de sanctionner. Mais pouvoir dire maintenant, oui, non, je prends le pouvoir en plus, comme explique André Sylvain Conan, c'est vraiment pour des sautes d'humeur, ça ne va pas. Parce qu'au final, après, on approvisionne son peuple. J'ai vu aujourd'hui dans une publication que le CNSP, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il s'appelle, est en train de faire une contribution pour que les Nigériens viennent contribuer à leur effort. Donc, ça dit que des gens qui ont des comptes déjà qui sont déjà bloqués à cause du coup d'État vont devoir prendre leur même économie pour aller le mettre dedans. Donc, aller donner de l'argent à ce comité. Je pense que ce qui est important, c'est de respecter les règles. Et si on voit que le Burkina est failli, il est failli pourquoi? À cause du coup d'État. Si le Mali est failli, pourquoi il est failli à cause du coup d'État? Si la Libye, parce que tu vois, la Libye, des fois, on accuse les étrangers, mais pourquoi la Libye, le jour où Kadhafi a perdu le pouvoir, pourquoi les Libyens n'ont pas réussi à se mettre d'accord? Ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un d'autre, c'est de leur faute à eux-mêmes. OK. Parce qu'ils ont voulu prendre différents groupes. Donc, je pense que ce qui est important, il faut rester sur le principe qu'il n'y a pas de coup d'État. Et puis, quand il y a un coup d'État, quelqu'un qui prend le pouvoir par la force, si on veut lui dire « rentre dans les casernes et puis libère le pouvoir », donc il y a des mesures de rétorsion, comme c'est fait jusqu'à présent. Mais si on n'y arrive pas, il faut arriver au bout de la chose de la manière la plus dure possible, s'il le faut. Merci pour cet avis. Avant de vous donner la parole, Sissi Amadou, le téléphone est ouvert dans cette émission et nous avons un téléspectateur qui nous appelle de Toumaudi, qui a une question. Monsieur Yao, bonsoir. Monsieur Yao. Bonsoir, Monsieur Yao. Est-ce que vous me recevez? Oui, vous avez une bonsoir, question. madame. Allez-y pour votre question. Est-ce que vous pouvez juste éteindre votre récepteur télé? Oui, bonsoir, madame. On vous écoute. Oui, bonsoir, madame. On vous écoute. Je pense que ça va être la dernière fois. Bonsoir, madame. D'accord. Sissi Amadou, vous avez la parole pour votre réaction. On a des problèmes de connexion ce soir. Je voulais également répondre au fait à mon très cher frère. Pour lui dire également que... On est trois. Bon, pour mes très chers frères, pour vous dire également que Bazoum n'a pas pris les armes pour venir au pouvoir. On ne l'a jamais dit. Hein. Bazoum a été élu démocratiquement. Après que le principal opposant était écarté des élections de 2000. C'est Bazoum qui l'a écarté. Bazoum n'était S'il vous pas plaît, apparemment, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, c'est pas une causerie entre vous. Sissi Amadou, s'il vous plaît, je redonne. Professeur Bangali, s'il vous plaît. Sinon, on ne va pas se comprendre. Sissi Amadou, désolé, je donnais la parole aux téléspectateurs et je reviens à vous. Monsieur Yao, vous avez une question, posez-la. Oui, j'interviens à la suite de l'intervention de M. Venance Conan. De André Sylvain Conan, vous voulez dire? Oui. D'accord. André Conan Sylvain, oui. Notamment dans OK, on a visiblement des problèmes techniques avec vous. J'ai une préoccupation à la suite de l'intervention de M. Venance Conan. Allez-y. André Sylvain Conan, autant pour moi. On croirait qu'il culpabilisait une partie de l'opposition ou de ceux qui ne partagent pas son point de vue. Monsieur Yao, je suis désolée de vous arracher la parole. On a un problème technique avec vous. La question qu'il avait posée, je vais la poser, peut-être que vous allez vouloir répondre, c'est est-ce que le président Alassane Ouattara ne devait pas consulter l'Assemblée nationale avant de décider de l'envoi d'une troupe au Niger? Déjà, ce qui est important, c'est notre Constitution. Aujourd'hui, l'envoi d'une troupe se fait dans le cadre de la CEDEAO.
donc d'intervention. Le président de la République, selon notre Constitution, si mes souvenirs sont bons, c'est l'article 73 et l'article 104, si mes souvenirs sont bons, à quelques numéros près, mais je pense que c'est bien cela, disent qu'il doit consulter le Parlement en 2 occasions. La première occasion, c'est quand il y a déclaration de guerre. Déclaration de guerre. Et le Parlement, la guerre est déclarée et validée par le Parlement. Donc le président fait un texte proposé, puis le Parlement dit on déclare la guerre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous ne déclarons pas la guerre au Niger, loin de là. C'est vraiment une mission d'intervention de paix pour établir une action dans le cadre d'une force de maintien international. Okay. Le second point, c'est de se dire quand il y a un état de siège, chose qui n'est pas le cas. Donc après, l'usage peut faire que le président de la République, s'il estime nécessaire, consulte les présidents des chambres, donc du Sénat et de l'Assemblée nationale, soit préparer un texte, mais ce n'est pas un texte soumis à débat. Il y a un point qu'a dit l'honorable qui est sur le point du budget. C'est de savoir que c'est vrai que si jamais il doit y avoir une intervention, est-ce que le budget, mais ça, il faut l'attendre. Il faut attendre. Donc, il a dit, il peut le permettre de le dire. Attendre que le problème se pose. Non, pas attendre que le problème se pose. Attendre que le texte soit prêt. S'il y a des textes, il faut pas de l'État qui existe. Il n'a pas demandé un budget supplémentaire. Le budget a déjà été validé. Donc, s'il peut le faire dans le cadre du budget existant, il peut le faire sans passer devant l'Assemblée nationale ou devant le Sénat. D'accord. Sissi Amadou, terminez votre développement. Comme je l'ai dit, je voulais parler à mes très chers frères. M. Bazoum également n'a pas pris l'exemple pour venir au pouvoir. M. Bazoum a été élu démocratiquement. Vous condamnez le coup d'État. Tout le monde. Tout le monde condamne le coup d'État. Mais pas l'agression contre un pays souverain. On n'agresse pas en fait le Niger. Ce n'est pas le Niger qui a agressé. C'est les putschistes qui sont agressés. Non. S'il vous plaît. C'est les putschistes qui sont agressés. Ce n'est pas le Niger qui a agressé. On n'agresse pas le Niger. Au fait, le peuple africain est marginalisé. Parce que surtout le peuple nigérien est marginalisé parce que les putschistes sont faits au pouvoir. Non, on n'a pas cette impression. Allez-y, terminez. Messieurs, un peu de discipline sur ce plateau. On va se comprendre, les téléspectateurs vont comprendre ce qu'on dit ce soir et on va avoir un débat constructif. S'il vous plaît, laissez-le terminer. Vous aurez la parole. La parole est distribuée de façon équilibrée sur ce plateau. Poursuivez et terminez, s'il vous plaît. Allez-y. On est frères. Donc, comme je l'ai dit, vous n'allez pas reprendre ce que vous avez dit, vous allez plutôt poursuivre, s'il vous plaît. Allez-y. Il faut restaurer la démocratie dans la République du Niger. Et pour restaurer la démocratie, ça passe par le dialogue, tout le monde le sait. Absolument. La CEDEAO a usé de son effort dans ce dialogue, à tel point que les putschistes nigériens ont même eu à refuser de recevoir des délégations de la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui a D'accord. Vous n'avez pas la parole, honorable. Blaise, vous n'avez pas la parole. Quand on ferme les frontières... On va vous donner la parole. Comment on passe pour aller discuter? OK. Allez-y, André Sylvain. Vous savez, je pense que... Il fallait commencer par discuter. Je pense que tout cela, certains intellectuels et certains politiques n'ont pas le courage d'assumer le fait qu'ils souhaitent que les putschistes demeurent au pouvoir. En fait, Parce que vous faites ça. En fait, c'est ça. Jusqu'à présent, la CEDEAO, je suis heureux que le professeur Bangali reconnaisse que la force en attente est régie par les tests. Ce qui ne semble pas dire jusque-là. Mais évidemment, la force en attente, ce n'est pas la première fois. Actuellement où je vous parle, il y a des Ivoiriens qui sont dans une force en attente en Guinée-Bissau. Les casques blancs. Ils sont en Guinée-Bissau après le coup d'État manqué contre le président bissau-guinéen. Et ce n'est vraiment pas la première fois. Voilà. Et donc, non, ce n'est pas une agression contre le Niger. Une agression contre le Niger, il faut que ce soit très clair. Ce n'est pas une agression contre le Niger. Ce n'est pas une agression des États qui vont constituer la force d'attente contre le Niger. Non, pas du tout. Une fois que les soldats des pays sont donnés, ils sont des soldats de la CEDEAO. Ce n'est pas des soldats d'un pays qui vont agresser un autre. Donc, ça, c'est ce qu'il fallait, je voulais relever. Mais, voyez, ce qui se passe au Niger ne doit pas prospérer. Pourquoi? Moi, j'ai été très content de lire, d'entendre donc l'ancien ministre Tidiane Thiam sur vos antennes dire très clairement que le coup d'État
une interview exclusive, le coup d'État retarde le développement. C'est comme, je prends toujours l'exemple d'une salle de classe où un élève qui a conduit une grève se permet de devenir le proviseur du lycée. Mais c'est ce qui se passe avec le coup d'État. Un homme, général, fut-il, chef de la garde présidentielle, n'est même pas ministre de la Sécurité, n'est même pas chef d'état-major, il n'est même pas secrétaire général, il n'est même pas ministre, il n'est pas premier ministre. Du jour au lendemain, il devient chef de l'État en train de diriger un pays. L'élève le plus turbulent de la classe devient le proviseur du lycée. Qu'est-ce que vous espérez? Mais regardez ce qui se passe en Afrique. Le niveau de développement de l'Afrique aujourd'hui est aussi justement justifié par les coups d'État à répétition. 7 coups d'État, je ne sais pas où, le Niger, je crois, il a son 5e coup d'État, 6e coup d'État. C'est pas normal, ça. Mais qu'est-ce que vous espérez? Vous avez donc un président, comme je dis, en 2 ans, qui fait reculer le taux de pauvreté de 6 points, et puis vous décidez de le chasser, et il y a des intellectuels pour soutenir cela. Michel Bétan, ensuite professeur Bangali. Oui, je disais, personne ne soutient le coup d'État. On l'a dit, personne ne soutient le coup d'État. Encore que moi, je vais plus loin. J'ai dit toujours aux militaires, si vous voulez prendre le pouvoir, allez vous enlever votre tenue, venez faire la politique. On a vu aux États-Unis, les militaires font la politique après avoir enlevé leur tenue de militaire. JFK Kennedy, c'est fui un militaire. Donc je veux dire qu'il y a la place pour tout le monde en politique. Mais pour cette fois-ci, l'intervention, je l'ai répété, il y a eu trop d'émotions, plus de raisons, plus d'émotions. Je dis que dans la réaction vis-à-vis du Niger, on a plus remarqué une débauche d'énergie émotionnelle que même des raisons. Moi, j'en veux même pour peu, même lorsque le président parle, on peut analyser un peu son discours. On voit plus de colère que même une volonté. Mais c'est normal. Non, je ne dis pas que ce n'est pas normal, mais ce n'est pas l'émotion qui doit prévaloir. Il faut des raisons. Il faut que nos analyses soient conduites par la raison. Parce que la situation au Niger aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se leurre. Les populations ont l'impression que ceux-là sont venus pour leur apporter des solutions. Non, certaines populations. Non, certaines. Quand je dis la population, je parle de certaines. Ils ont l'impression que ceux-là sont venus pour leur apporter quelques solutions. Ce qui n'est pas, à mon sens, le cas. Voilà. Mais comment les y aider? Comment aider cela à ne pas prospérer? Pour vous, la question, c'est sur la méthode. Voilà, la méthode. André Sylvain Collomb n'a pas la parole. Professeur Bangali, ensuite, honorable Dédé Blaise. Messieurs, écoutons-nous. Je demande assez de maîtrise sur ce plateau. C'est un débat d'idées, même lorsque vous n'êtes pas d'accord. Vous écoutez votre interlocuteur. Je pense que le contexte et le cadre de l'intervention projetée dans le cas du Niger est différent des cas, que ce soit de la Guinée-Bissau ou encore du cas de la Gambie. En Guinée-Bissau, les casques blancs de la CEDEAO s'y déportent sur demande de ceux qui étaient au pouvoir. Donc il n'y a pas de confrontation entre les forces de la CEDEAO et de l'État. C'est la même chose au Libéria. Les Comores s'y déportent dans un contexte où il y avait une rébellion qui mettait en mal le pouvoir et donc qui menaçait la capitale. On a demandé un renfort de Locomore pour les contenir. Dans le cas de la Gambie, on était dans une sorte de flottement où, entre 2 règnes, un président était battu aux élections, n'était plus président dans le principe, et puis le nouveau n'a pas été investi. Donc il y a une situation de flottement en sorte que le président n'avait pas l'assurance qu'il aurait même la fidélité de l'armée. Donc il n'y avait pas de perspective de confrontation entre deux forces. Dans le cas du Niger, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait... Le contexte est différent, donc je pense qu'il ne faut pas prendre des raccourcis en rapprochant des événements qui n'ont rien en commun. Je vais terminer sur l'interprétation qu'on fait aujourd'hui des coups d'État. Voyez-vous, les coups d'État ont commencé en Afrique, ont proliféré dans le contexte des partis uniques. Il y a une raison à cela. À chaque fois qu'en Afrique, il y a une situation d'alternance impossible, les coups d'État deviennent l'alternance par défaut. Donc si aujourd'hui, les coups d'État reviennent en force, il faut aller chercher la cause dans ce qu'est devenu la démocratie après l'accession des différents États au multipartisme. Avec le processus électoral vicié, avec les élections truquées, des constitutions manipulées et interprétées à la guise de ceux qui organisent les élections, on s'est retrouvé dans un schéma, un cas de figure où aujourd'hui, pour qu'il y ait alternance dans certains pays, il faut utiliser tous les moyens, sauf passer par la voie des élections. On prend le cas qui nous concerne, le cas du Niger. Pendant les dernières élections de 2020,
Le candidat qui était arrivé deuxième pendant les élections de 2016, Ama Amadou, a été éliminé de la course en utilisant le fameux prétexte de la déchéance de ses droits civiques parce qu'il avait été condamné dans une affaire de trafic de bébés, quelqu'un qui a été Premier ministre du Niger, dans une affaire de trafic de bébés à 1 an. Et sur cette base-là, il a été écarté de la course au pouvoir. Et ensuite, bien sûr, le candidat du parti au pouvoir a pu facilement rempiler. Je pense que si aujourd'hui on veut comprendre pourquoi les coups d'État reviennent en force, il faut aller chercher la cause dans la manière dont on a vidé la démocratie de son contenu, de sorte qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons comme pendant le système du parti unique, dans un contexte où l'alternance est devenue impossible quand on passe par des élections. C'est malheureux, mais je pense qu'il faut identifier les causes, les régler pour espérer que les choses changent. D'accord. Professeur Bengali, merci. Je vais donner la parole à Traoré Bazouma, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir, en espérant que la liaison sera bonne. Pour vous, la CEDEAO est responsable de ce qui se passe au Niger parce qu'elle a laissé faire au Mali et en Guinée. On vous écoute? Oui, alors, oui, c'est parce que, madame, je voulais intervenir, c'est parce que la CEDEAO, elle a été flexible avec le Mali, le Burkina, la Guinée, qu'aujourd'hui les militaires se permettent de se lever pour des sauts d'humains prendre le pouvoir. Ce qui se passe au Niger ne peut pas être accepté. Parce que on veut vous changer de votre poste que vous avez occupé pendant 12 ans. Mais vous n'êtes pas le seul dans le pays. La CEDEAO, il est temps qu'elle mette fin. Il faut qu'elle agisse. Mais je voudrais dire à M. Bengali, le protocole additionnel de la CEDEAO permet à la CEDEAO d'intervenir. Il faut qu'il sache que lorsqu'il a cité les principes de la CEDEAO, il s'est arrêté en 1999, mais le protocole additionnel de la CEDEAO, qui a été adopté par les chefs d'État à Lomé, permet à la CEDEAO de faire une intervention militaire. Et l'intervention militaire qui se passe n'est pas une déclaration de guerre à l'État du Niger. Non, c'est contre des putschistes. Il faut qu'il fasse la différence entre l'État incarné par des personnes qui ont été élues. Mais des putschistes ne représentent pas le peuple. Donc je suis désolé de lui dire qu'étant que professeur en sciences relationnelles, il doit le savoir. Il y a une différence entre les putschistes au pouvoir et des gens qui ont été élus. M. Bazoum a été élu. Donc c'est normal. La CEDEAO doit mettre fin. Et l'intervention militaire qui va se passer, pas une déclaration de guerre, ça coûte chasser des putschistes du pouvoir. Il faut la CEDEAO et qu'elle commence. Merci. Il faut que dans notre espace CEDEAO, il faut mettre fin à ça. On ne peut pas rester des pays. Vous m'excusez, moi je suis ivoirien, mais vous m'excusez, quand il y a des guerres au Mali, au Burkina, aujourd'hui, vous partez à Mangolo, il y a plus de 25 000 réfugiés burkinabés. Mais c'est avec l'argent du contribuable ivoirien, on construit pour eux. Donc il faut mettre fin. Cela ne peut pas se reverser en Côte d'Ivoire demain pour venir créer une situation chez nous. D'accord, merci M. Traoré pour votre appel et pour votre avis. Honorable Dédé Blaise, vous avez la parole. Notre intervenant est contre la guerre parce que si on attaque le Niger encore, ce n'est pas le Niger qui a attaqué. S'il vous plaît. vont se déplacer et on sera obligé de construire encore pour cette population-là, peut-être quelque part au centre ou à l'ouest. C'est pour éviter tout ça parce que... Qu'est-ce que vous proposez Tout à l'heure, André a cité le ministre Idiane Thiam. Ce qu'il a oublié d'ajouter, c'est qu'il est membre du bureau politique du PDCI-RDA. Donc vous voyez que le PDCI ne soutient pas le coup d'État. Ce que nous proposons, c'est que les chefs d'État ne se lassent pas de continuer la discussion. Donc il faut écarter actuellement l'idée d'attaquer. Certainement qu'on a beaucoup d'argent, on veut intervenir, mais ces sous-là peuvent servir à autre chose ici en Côte d'Ivoire. D'accord, messieurs, nous avons un deuxième, sinon 3 thèmes ce soir, donc on va fermer ce thème. Roger Adon, sur tout ce qui a été dit, et ensuite on va passer à un autre thème. Bon. Mais j'aimerais, en même temps que vous avez la parole, que vous puissiez intervenir sur les conséquences de cette intervention militaire, si elle a lieu. Moi, je me rappelle de ma jeunesse que quand il y avait beaucoup de coups d'État, que le président Foubani disait il ne faut pas que la Côte d'Ivoire soit un havre de paix entouré de pays en crise. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ça. Donc, nous sommes en paix en Côte d'Ivoire, grâce à l'action du président de la République et de son gouvernement. Nous allons demeurer en paix, nous en sommes convaincus. Mais on est malheureux de voir la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Niger maintenant sombrer dans la crise. Et je pense que ce qui est important d'être fait, c'est même si une intervention militaire aura des conséquences négatives,
mais on fait un mal pour un bien. Okay. Voilà, c'est comme ça que je dirais. Donc vraiment, n'ayons pas peur. S'il faut, ce serait malheureux qu'on intervienne par la force. Mais si on n'a pas le choix, il faudra que ce soit fait. André, c'est d'accord. Non, mais oui, une minute, vraiment une minute. Relever tout de suite que le président Mohamed Bazoum a été élu, il a pris fonction en 2021 en battant un ancien président de la République, Mahaman Ousmane. Et donc, quand il dit, et le président Bazoum n'était pas l'organisateur de l'élection, il faut que ce soit très clair. Maintenant, il faut aussi bien comprendre que les putschistes qui ont pris le pouvoir n'ont pas justifié leur coup d'État par l'élimination d'un candidat 3 ans plus tôt. Okay. Voilà. Non, arrêtons de justifier les coups d'État parce que autant que nous sommes, nous avons des griefs contre nos chefs d'État. Tous, nous avons des griefs contre nos chefs d'État parce que leur gouvernance, aucun chef d'État n'a une gouvernance parfaite. Pour autant, les populations, chacun selon leur fonction, leur titre, ne prennent pas les armes pour aller le chasser. Non, le coup d'État ne doit pas être la norme et ne doit pas être justifié, surtout par les intellectuels. D'accord, merci. Messieurs, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Merci beaucoup pour vos avis sur ce sujet. On comprend la passion que cela suscite parce qu'il s'agit bien sûr de l'Afrique. Nous allons donc aborder le deuxième sujet de ce soir. Comme vous le savez, les candidatures indépendantes constituent un véritable défi pour les partis politiques à l'approche des élections du 2 septembre prochain. Le RHDP déplore 88 candidatures indépendantes aux municipales et 12 aux régionales, malgré les mises en garde. Ces militants s'exposent à de lourdes sanctions. Le secrétariat exécutif du RHDP s'est réuni ce mercredi. Suivons ensemble ce reportage de la rédaction de NCI qui va nous permettre de débattre de ce sujet juste après. Le RHDP compte pour les élections locales à venir 100 candidatures indépendantes, 88 pour les municipales et 12 pour les régionales, malgré les appels à la discipline et les mises en garde de la direction du parti. Pour le secrétariat exécutif, ce sont des cas d'indiscipline et de défiance inacceptables. Beaucoup parmi eux pensent qu'une victoire sur un candidat RHDP va être une candidature qui le remettront au président de la République. Ce sont autant de choses qui les motivent, croyant fermement en leur affaire. Toute personnalité qui se présente indépendamment du parti est un indiscipliné. Donc pour nous, dans notre entendement, même il n'est même pas du RHDP. Parce qu'il y a certains parmi eux qui vont jusqu'à pousser l'outrecuidance à utiliser le logo du parti, à utiliser l'image du président de la République pour se prévaloir d'être des candidats indépendants du RHDP. Mais vous ne pouvez pas faire une chose, c'est-à-dire être dans l'ascenseur et vous voir passer dans la rue en même temps. Ou bien vous êtes du RHDP et vous êtes donc candidat RHDP, proposé, présenté par le parti, ou bien vous êtes un candidat indépendant, mais vous n'êtes donc pas du RHDP. Ces militants qualifiés d'indisciplinés encourent des sanctions. Dans les jours à venir, dans les semaines à venir, des dispositions très pragmatiques et de fermeté vont être adoptées, conformément à l'orthodoxie de la gestion des partis politiques comme le RHDP. Les élections locales sont fixées au 2 septembre prochain. Dans le starting block, de nombreuses candidatures indépendantes issues des partis politiques, questionnant ainsi le mode de désignation des candidats. C'était donc la réunion du secrétariat exécutif du RHDP pour nous permettre de discuter allègrement de ce sujet. Je vous propose de faire maintenant la pause publicitaire. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. La Sodemi, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Retour donc sur ce plateau de NCI 360 et nous abordons notre deuxième thème de ce soir, la question des candidatures indépendantes. Je vais commencer avec vous, Roger Adam. Vous êtes le directeur du secrétaire exécutif du RHDP et on enregistre un grand nombre de candidatures indépendantes au sein du RHDP. On se pose tous la question, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cela? Déjà, on trouve que cette situation est intolérable. Le parti s'est doté de textes et on a fixé des règles pour le choix des candidats aux élections couplées municipales et régionales. Les discussions ont démarré en fin novembre 2022. Se sont achevées en fin avril 2023. Donc pendant près de 5 mois et demi, nous avons échangé au niveau local et au niveau national pour choisir des candidats.
avec un processus qui était relativement clair, en se disant, bon, en 2018, certaines personnes organisent des élections, celles-ci, si elles veulent être candidates, elles sont naturellement retenues, parce qu'il y a 5 ans, elles ont gagné. Et puis après, derrière, il y a quelques cas litigieux, et puis les autres, on n'a pas perdu, on n'a pas gagné. On fait un choix avec le consensus le plus large possible. Moi, j'ai passé par certaines réunions qui ont pu être houleuses, c'est vrai, mais à la fin, on s'est tous accordés sur les choix. Okay. Et en fait, ce qui nous peine, on n'a rien contre l'indépendant. C'est-à-dire qu'un candidat qui n'est pas affilié à un parti politique ou qui n'est pas affilié au RHDP, il peut se présenter. Il y a des candidatures du PDCI, du PPACI, du FPI, même si nous avons un accord et des alliances qui sont candidats ou d'autres personnes, la société civile. Ça, on accepte, c'est le jeu démocratique. Ce que nous acceptons moins, c'est que des membres du parti, des membres des instances, se présentent contre le choix du parti. Il y en a même des femmes qui ont signé les PV et puis, naturellement, vont se présenter. Donc c'est cette indiscipline-là. Nous, pour nous, ce n'est même pas des indépendants, ce sont des indisciplinés. Cette indiscipline-là qui n'est pas tolérable. Mais certains ont parlé de copinage, de combine dans le choix des candidats du parti. Copinage, ça veut dire quoi un copinage? Nous avions avant le... Là, actuellement, nous avons près de 150 mairies. Si les 150 maires veulent être candidats, ce n'est pas du copinage. Ils ont gagné l'élection 2018, de fait. Et puis si quelqu'un estime qu'il est bon, ce n'est pas une élection comme législative où c'est une personne. Ce sont des listes de 40-50 personnes. On peut être maire ou adjoint au maire, ou premier conseiller, ou président du conseil régional. Il y a diverses possibilités. Donc, l'ambition personnelle face à une ambition collective, pour nous, n'est pas acceptable. On a vu que le PPACI, d'ailleurs, a déjà limogé pas mal des candidatures indépendantes. Bon, nous, on continue le dialogue, comme on parlait tout à l'heure. Nous, on veut dialoguer encore, discuter, avoir la politique de la main tendue, en espérant que ces personnes pourront, à un moment donné, me dire qu'elles ne sont plus candidates, qu'elles retirent leur candidature. Sans cela, elles pourront s'exposer à des sanctions qui sont prévues aujourd'hui dans les textes du parti. Et on y reviendra certainement. Du côté du PDCI, Odora Mdédé, comment la situation se présente? On sait qu'on a aussi enregistré des candidatures indépendantes malgré les mises en garde. Je suis un peu gêné parce que je ne suis pas le porte-parole du PDCI. Mais vous êtes le représentant du PDCI sur ce plateau? Je suis militant du PDCI et j'ai participé. Moi-même, j'étais membre d'un comité de choix des candidats. Donc, je pense que les différents comités ont travaillé et ont remis les différentes résolutions des travaux au président. Et le président a fait publier, le président Bédié, bien sûr, paix à son âme, a fait publier la liste des candidats retenus. Ben, vous savez, aucune œuvre n'est parfaite, aucune œuvre humaine n'est parfaite. On a des militants qui n'acceptent pas le choix, qui souhaitent être aussi candidats. Parce qu'ils ont des ambitions. Parce qu'ils ont des ambitions. C'est légitime. Mais ils ne sont pas nombreux. Okay. Contrairement à nos amis, parce que je pense que le RHDP ne fait plus rêver. Sinon, quand on a le pouvoir d'État, on ne peut pas demander à des candidats de ne pas se présenter et qui se présentent. Nous encore, on est dans l'opposition. C'est difficile de... Ça n'a rien avec le rêve. Hein. Ben ça, c'est un autre débat que vous soulevez. Roger Adom, laissez-le terminer. Parce que s'ils rêvaient, ils seraient partis ailleurs, mais ils veulent rester. Oui. Voilà, justement, donc on fait encore rêver. Sans cesse parti au PDCI, parce que nous, on a quand même réussi. Mais ils sont en route. On a quand même réussi à avoir des candidats dans toutes les régions et dans toutes les mairies. Chose que le PDCI n'a pas. Donc, je tiens à préciser ça, parce qu'il y a des mots que tu dis que ce n'est pas forcément très juste. Donc, il faut dire que le rêve, il est au RHDP. D'accord. La parole des PDCI viennent chez nous. Merci, pas le contraire, jusqu'à présent. Terminer rapidement. C'est une façon de dire qu'en fait, ils sont en route. Sinon, c'est un autre débat que vous soulevez. Ils sont en route pour le PDCI, parce que quand ils gagneront, ils ramèneront la victoire au PDCI. Et nous sommes en train de travailler pour cela. André Sylvain Kono. Non, je pense qu'en réalité, ce sont les règles de désignation des candidats qui doivent être interrogées au sein des partis politiques. C'est ça. Parce que au sein de tous les partis significatifs où il y a ces candidatures indépendantes, ce sont les règles. Tant que les règles sont claires et qu'elles sont équitables pour tous, très souvent, les gens acceptent. Alors, moi, ce que j'aimerais relever, c'est qu'il y a une grande hypocrisie autour des candidatures indépendantes. De la part de qui? De la part des partis significatifs. PDCI, PPACI, FPI, RHDP. Pourquoi? Parce que
Quand vous prenez par exemple le cas du RHDP, c'est le parti présidentiel qui domine le Parlement. Le parti présidentiel du RHDP peut régler cette affaire en faisant comme au Sénégal, où dès lors que vous changez de camp, vous êtes déchu de votre mandat. Mais le RHDP ne le fait pas. Dans la loi. Mais ça n'existe pas dans la loi. Non, c'est ce que j'ai dit. Il peut proposer cela. Ça, et ça va passer. Mais s'il vous plaît, monsieur. Le RHDP peut donc proposer, donc le gouvernement peut avoir un projet de loi. Les députés majoritaires du RHDP peuvent faire une proposition de loi pour que les transhumances puissent cesser. Mais le RHDP ne le fait pas. Pourquoi? Non, on ne peut pas. Laissez-le terminer. Le RHDP ne le fait pas. Pourquoi? Parce que demain, ces personnes, le RHDP va démarcher ces personnes pour venir compléter ses rangs en débauchant, y compris parmi les indépendants des autres partis politiques. Voici la réalité. Et donc, cette hypocrisie que nous vivons, et puis on dénonce du bout des lèvres des candidats indépendants, mais en réalité, à la fin, on compte bien récupérer tous ces candidats. Michel Beta et ensuite le professeur Bangali. Oui, moi ce que je constate, au RHDP déjà, ils ont commencé à limoger certains candidats indépendants, si je m'en tiens aux informations que nous avons. C'est-à-dire, moi, je suis un peu outré de l'attitude du RHDP. Chez les autres candidats, on peut te déchoir de ton poste au sein du parti, mais le RHDP, lui, va plus loin, il enlève les gens à leur poste. Vous avez un exemple ce soir? On a parlé souvent du DAF, du ministère des Sports. Une question de tabouret, en fait. Voilà. Donc, c'est gênant. Moi, je dis c'est gênant pourquoi? Parce qu'on estime que, quoi qu'on dise, quand on te prend dans l'administration, c'est pour ta compétence. Que demain, tu ne sois pas content, le RHDP, tu peux garder ton poste. Mais quand on agit ainsi, le RHDP se comporte comme un parti-État. Et cela, on a pensé être sorti de cela avec la naissance du multipartisme, mais malheureusement, on en revient au tabouret fonctionnel. Bon, ça, moi, c'est ça qui me froisse. Sinon, les indépendants, on en aura toujours. Même après cette élection, on aura d'autres élections des indépendants. Comment on règle ce problème-là? Chaque parti va trouver sa solution, mais il ne faudrait pas qu'on mêle ça à la politique générale de l'État. Professeur Bangali. Je pense que les différents partis ont la solution aux problèmes qui se présentent à eux dans leurs tests. Parce que quand on veut construire des méthodes à la marge de ce que disent les tests des partis, c'est là que le problème naît. Parce que la plupart des partis concernés, dans les tests, il est dit qu'il y a deux modes de désignation des candidatures. Le mode normal, ce sont les primaires. Et puis, pour le mode d'exception, ce sont les consensus. Dans certains cas, absolument où on n'a pas pu bien sûr organiser les primaires. Donc le mode normal, ce sont les primaires. Mais aucun des partis politiques en Côte d'Ivoire n'a voulu accepter d'appliquer cette démocratie interne. On revendique, on porte des idéaux de démocratie au niveau national, mais à l'intérieur des partis, il y a ce défaut d'éducation à la démocratie. Donc je pense que si les différents partis politiques prennent le problème avec une approche différente, de ne plus considérer ces indépendants-là comme des indisciplinés, comme on entend ça et là, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, souvent, c'est la base même qui suscite ces candidatures. C'est vrai qu'il y a un raccourci qui est fait en disant que ce sont des manipulateurs de l'ombre, mais les manipulateurs de l'ombre, généralement, c'est la base, parce que pendant les dernières élections locales, la deuxième force au niveau des municipales, c'était les indépendants, après le RHDP en termes de contingent d'élus. Donc si des gens que vous considérez comme des personnes qui sont indisciplinées, la base les voit autrement, parce que finalement le dernier mot est revenu à la base les voit autrement, du coup le parti qui s'est retrouvé en porte-à-faux a été obligé de les intégrer par pragmatisme. Donc je pense que, étant donné que finalement c'est la base qui aura le dernier mot, mais il faut en revenir simplement à ce que disent les thèses, en organisant des primaires pour départager là où le consensus n'a pas été. Merci. Roger Adam. D'accord, merci en train de remettre la parole. Allez-y. Il faut voir deux choses. La première chose, je relève donc le journaliste du Bélier sur le parti État. Michel Beta. Parti État. OK. Le parti État. On est le parti qui dirige l'État. Oui. Nous sommes le parti qui dirige l'État depuis 2010, après avoir gagné de manière successive toutes les élections. 2010. Ça, depuis 2010.
En 2010, on a gagné le pouvoir en RHDP avec le PDCI. Donc ça fait 3 mandats. Vous venez de sortie. C'est pas ça le débat. Mais s'il vous plaît, on va n'aller pas créer le désordre sur le plateau. Laissez-le terminer. Mais si, on ne va pas se comprendre. Laissez-le terminer. C'est lui qui a donné mais la date. c'est pas le point. Laissez-le terminer. Laissez-le développer. Donc justement, la Côte d'Ivoire est une démocratie parce qu'on permet à des personnes de dire des choses qui ne sont pas justes sans sanction. Donc on n'est pas parti État. On peut parler librement. Et on accepte cette liberté de parole, même si elle est fausse. Maintenant, ensuite, ce que j'ai à dire. On est un parti État parce qu'on est le parti qui a gagné les élections, donc on dirige l'État depuis 2010. Et si vous voulez, on le dirige sans le PDCI en tant que forme politique actuelle depuis 2019. En 2021, tous les partis étaient représentés. Nous avons gagné, nous avons aujourd'hui un certain nombre de députés, plus en tout cas que le PDCI et le PPACI, et en y comptant d'autres formations. Les primaires étaient un choix de désignation des candidats. Je prends l'exemple, nous avons fait cette démocratie interne en 2022. En juillet 2022, nous avons élu nos secrétaires départementaux par des élections internes. On en a élu 350. Ça s'est passé relativement bien. Donc on l'a fait. Maintenant, à un moment donné, on part à des élections municipales et régionales. On va vers d'autres enjeux. Sachant que comme nous dirigeons le pays, nous avons déjà des maires et des présidents de conseils régionaux qui sont en situation. On se dit, on a fixé une règle. OK, la règle principale, c'est de reconduire les sortants. On ne voit pas en quoi cette règle-là est mauvaise et antidémocratique, puisqu'ils étaient tous élus démocratiquement. Maintenant, si le sortant dit qu'il ne part pas, ou là on n'est pas élu, on choisit la règle d'une autre manière. Donc, on en veut aux indépendants de notre parti pour cette indiscipline, et parce qu'au final, nous sommes à des élections à mi-mandat. Les élections à mi-mandat vont nous permettre de nous compter et de voir combien nous sommes aujourd'hui. Est-ce que ce que nous faisons depuis 2020, où on nous a remis encore le pouvoir d'État, on fait bien le travail? Est-ce que nous avons pris encore plus de participation? Donc quand on dit par exemple donc, le système de choix des des candidats, parce que oui et non. Donc sincèrement, je pense qu'il faut savoir raison garder. C'est trop simple et trop facile de pouvoir, par exemple, quand l'honorable dit oui, on fait 3 mandats, et ainsi de suite. On est basé sur une constitution. Bon, c'est pas le sujet voilà, de ce soir. Donc, apprenons à respecter les règles et à respecter la constitution. C'est pas ça qui est le plus important. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Je vous permets de garder la parole pour dire qu'est-ce que vous allez faire concrètement. Vous avez parlé de 3 types de candidatures indépendantes. Vous avez parlé des candidats frustrés, de candidats aventuriers, de candidats manipulés. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Comme par exemple, Claude Saïd dit, si vous défiez le père, vous aurez la machine du RHDP contre vous. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je prends l'exemple, je ne vais pas citer, je ne vais pas sécuriser le débat. Si il s'avère qu'un militant de notre parti, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le parti qui dirige l'État. Nous sommes le parti qui dirige l'État. Nous avons nommé certaines personnes à certains postes parce qu'ils font partie du parti. On peut à tout moment les remplacer par quelqu'un du parti. C'est possible. Aucun poste n'est ad vitam aeternam. Aucun poste n'est ad vitam aeternam. Donc quand on prend un poste, on n'est pas là jusqu'au bout. Vous travaillez au Bélier aujourd'hui, vous pouvez le quitter du jour au lendemain. Pourquoi? Par sanction, pas par sanction. Donc acceptons que nous puissions dire telle personne parte de son poste parce que nous avons envie qu'elle parte de son poste. C'est un choix. Et on n'a pas besoin de se justifier pour ça. D'accord. Si c'est Amadou. Je vais dire également que chaque parti a ses statuts et règlements. Quand on n'est pas d'accord, tu ne restes pas dans le parti également pour créer une candidature indépendante. Soit tu quittes le parti, tu te crées en indépendant, mais tu ne restes pas dans le parti et puis être indépendant. Moi, je qualifie ça de l'indiscipline. Est-ce que ça ne fait pas partie du jeu démocratique, vous qui soutenez la démocratie? Ça fait, on peut le dire que ça fait partie du jeu démocratique, mais ce n'est pas bien aspiré par ces candidats indépendants. Tu ne peux pas rester également dans un parti que tu prétends adhérer, et ce parti également a des textes, a des statuts et règlements, que tu désobéis au fait à cela. Étant dans le parti également, tu te crées en indépendant. Et le frère a dit tout à l'heure que le DAF d'un certain ministère, je pense, qui a été relevé de ses fonctions, il paraît. Mais je veux dire également, en fait, tu peux être administrateur sans faire la politique. Tu n'es pas obligé de faire la politique. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être son poste également, c'est un poste politique. Tu ne le sais pas. Non, mais la question n'est pas là. Non, s'il vous plaît, Michel Beta, la question est là.
Terminé. Parce que donc, le DAF... tu peux être DAF, tu as là l'école pour ça. Donc le DAF... Honorable Ndédé, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Honorable Ndédé, politique. Vous n'avez pas la parole. Non, je vous ai pas... Honorable, s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Vous n'avez pas la parole. Je veux bien comprendre. Vous êtes un député élu de la nation. Montrez l'exemple. Je veux comprendre. Mais vous n'avez pas la parole. Jusqu'à preuve du contraire, je garde mon fauteuil de modératrice. Je vous dis que moi, je ne vous ai pas dit ça. J'ai dit que le DAF n'est pas obligé de faire la politique. D'accord, continuez s'il vous plaît, développez. Le temps est très compté sur le DAF n'est pas obligé de faire la politique. Tu peux être DAF sans faire la politique. Si tu fais la politique, il faut respecter les règlements et statuts de ton parti. Si tu ne respectes pas les règlements et statuts de ton parti, ce qui t'arrivera, c'est toi qui l'as cherché. Terminez, s'il vous plaît. Michel Letta, vous n'avez pas la parole. André-Sylvain Conon. Tout à l'heure, le ministre Adam a confirmé qu'il y a ce que nous dénonçons très souvent, des nominations sur la base du militantisme, qui ne sont pas forcément fondées sur les compétences. Et on voit donc que c'est comme un chiffon rouge que les RHDP agitent. Compétence et militantisme. Laissez-le terminer. Roger Adam, s'il vous plaît, vous le laissez terminer, on va comprendre ce qu'il dit. De l'appareil vous aurez votre parole. Ça, c'est ce que j'aimerais relever. Mais j'aimerais vous renvoyer à une déclaration du président Alassane Ouattara en 2018 qui a dit que les candidatures indépendantes, c'était une preuve du dynamisme de notre démocratie. Ouais. Il a dit. Et donc, à ce moment, le PPAC n'était pas candidat, les pro-Gbagbo n'étaient pas candidats. Et à ce moment, le PDC, le RDR étaient bien copains-copains. Et donc, voyez, non, les choses ont évolué. Et aujourd'hui, ce dynamisme de la démocratie est devenu une discipline. Il y a un problème. Mais j'aimerais relever une chose. Rapidement. Le fait qu'on reconduise les maires sortants, ce n'est pas inscrit dans les pièces du RHDP, en ce sens que ce n'est ni dans les règlements intérieurs, ni dans les statuts. Et je mets au défi le ministre Adam de nous dire que cette disposition est dans les tests du RHDP. Je peux répondre ou pas maintenant? Pas maintenant. L'honorable Ndédé va développer, ensuite je reviens vers vous. Allez-y, vous avez la parole. Maintenant. Je rebondis pour dire que pour avoir participé au processus de choix des candidats au PDCI, cela obéit à une démarche démocratique. Mais qui est dénoncée par certains militants. La preuve, il y a des candidatures indépendantes. On ne peut pas faire l'unanimité partout. Hein. Je pense que cela obéit à une démarche démocratique. Malheureusement, c'est là où il n'y a pas eu de consensus autour d'un candidat. Je veux parler de... Vous avez les différents exemples. Dites-nous, à Cocody, il n'y a pas eu de consensus sur la candidature de Jean-Marc Yassé? C'est ce que vous êtes en train de dire? Non, je veux dire, la commission qui a travaillé a porté des documents au sein du sommet. Et donc, quand une candidature ne se dégage pas tout de suite, on n'est pas obligé d'aller à des primaires. Puisque le premier niveau de tri, et quand on finit notre travail, le boulot est déposé au sein de la haute direction qui fait d'autres analyses, qui a d'autres indicateurs qui ne sont pas forcément maîtrisés par la base. Mais de toutes les façons, au départ, il était prévu que tous les maires ou tous les élus en fonction restent. Et donc, cela a permis au parti de laisser tous ces élus-là en poste. C'est pas dans les tests. Moi, je vais poser une question et ça sera... Je vais vous donner la parole. Je vais poser une question et ça sera également... La question sera également posée à Roger Adam, puisque vous êtes les deux hommes politiques sur ce plateau. Qu'est-ce qui va se passer si les indépendants gagnent l'élection? Est-ce que vous allez vous attribuer cette victoire pour dire c'est la victoire du PDCI? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Et les Ivoiriens ont besoin de comprendre. Déjà, il y a des mouvements qui se font déjà parce que notre malheur fait que certains candidats qui étaient indépendants vont soutenir ceux qui ont été désignés par le parti. Et les militants qui se trouvent dans une situation ont décidé aussi de soutenir
nos candidats. Et vous avez le 11, notre SE, le secrétaire exécutif du CAUIE, a lancé un appel à tous les candidats indépendants de rejoindre ceux qui ont été choisis pour la mémoire, en guise de soutien ou pour la mémoire du président Bédié. D'accord. Roger Adom, vous avez la parole. Avant donc de répondre, de savoir ce que nous allons faire des indépendants, déjà, nous, on part du principe qu'ils s'ils maintiennent leur candidature jusqu'au 2 septembre, ce sont nos adversaires comme ceux du PDCI, du PPACI. Mais s'ils gagnent. Ça, c'est la première chose. Secondo, reviens sur le mode de désignation des candidats. Dans le statut, on peut choisir les candidats de diverses manières. Pour cette élection, on a défini un mode qui était présenté aux instances du parti qui ont validé ce mode de désignation. Ça, c'est important de le dire. On a dit, pour cette élection, voici notre mode de désignation. Et c'est passé devant toutes les instances qui ont dit, OK, nous sommes d'accord. Donc, on ne peut pas à chaque fois repartir des votes pour tout. Ça, c'est la seconde chose. Troisième chose, on compare 2018. 2018, on est dans un contexte différent. Donc, je tiens à dire que comparaison n'est pas raison. En 2018, il y avait une scission où le PDCI, qui avait décidé dans le RHDP, a voulu, par des besoins propres d'ambition présidentielle, de dire « je pars du RHDP ». Ambition présidentielle. Oui, et donc, et pour ceci, ils sont partis. Donc, il y avait une chasse aux indépendants parce qu'on était dans un contexte très compliqué. Et donc, il fallait que chacun montre qu'il est plus fort que son camarade. Donc, c'était le choix où, quand il y avait un indépendant, chacun se cherchait. Nous, en 2023, nous estimons que les indépendants sont nos adversaires. Et là, je parle à titre personnel. Je tiens à titre personnel. Nous ne voulons pas de leur victoire. Voilà. S'ils gagnent, qu'ils gagnent leur victoire. Nous, on veut tout faire. On veut tout faire pour qu'ils ne gagnent pas, parce que nous, nos candidats sont ceux qui ont été investis par le président du parti, le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, le 13 juillet à l'Hôtel Ivoire. Ce sont nos candidats qui ont tous reçu l'invitation du parti signée par la main du président du directoire. Voici nos candidats. Tous les autres candidats aux élections sont nos adversaires. Donc, nous souhaitons leur défaite. Et on verra après. Mais nous espérons que les 88 ou 12 qui de candidature perdent les élections. Une fois qu'ils auront perdu, ce sera encore beaucoup plus simple pour nous. Et la phrase selon laquelle ils auront la machine du RHDP contre eux, qu'est-ce que cela signifie on va en campagne. Dans le fond. Donc, on va en campagne. Donc, quand on va partir, quand on va affronter le PDCI, le PPACI, ils auront la machine du RHDP. On aura leur machine aussi contre nous. D'accord. Voilà, donc, ce sont des personnes que nous voulons, elles voulont qu'elles perdent, parce qu'on estime que leur choix et leur mode de fonctionnement n'est pas éthique. Merci. Ils ne respectent pas les règles du parti. Merci, Roger Adom, pour votre avis. Diabaté Ali nous appelle depuis le Mali. Bonsoir. Ah bon? Oui. Alors, pour vous, les Africains n'ont pas bien compris la démocratie. Cette question de candidature indépendante est le fait que les Africains n'ont pas bien compris la démocratie. Certains Africains. Mais pas tous, ça se fait. Oui. Intervenez. Ça, en fait, allez-y. En Europe, ça se fait. On vous écoute. Ok, je disais vraiment la démocratie, je pense que c'est pas bien servi chez nous en Afrique. On vous écoute, on a visiblement beaucoup de problèmes techniques ce soir. Voilà. Allez-y, on vous entend. C'est ce que je disais. Donc, je pense, quand on essaie de voir la démocratie, quand je me dis que je suis un démocrate, j'ai acté pour une partie politique. Donc, je dois me tenir sur l'ordre du parti. Mais si on voit que dans un parti politique, il y a beaucoup d'indépendants, donc ça crée vraiment de problèmes. Voilà. D'accord, ok. Merci pour votre avis. Je rappelle que vous nous appelez depuis le Mali et ce sera le dernier mot sur ce sujet de la question des candidatures indépendantes au sein des partis politiques. Nous allons donc ouvrir notre troisième et dernier thème de ce soir. La Côte d'Ivoire pleure une autre grosse figure. Il s'agit du général Ouassena Gaston. Suivons ensemble ce reportage de la rédaction de NCI. La semaine dernière, Gaston Ouassena Koné conduisait la délégation du PDCI, venue présenter ses condoléances à la veuve de Henri Konan Bédié, après avoir pris part à la réunion des vice-présidents et des membres du secrétariat exécutif qui a abouti à la désignation du successeur du Sphinx de Daokro à la tête de l'ex-parti unique. C'est donc un homme très impliqué dans la vie du parti et même pressenti par certains observateurs pour succéder au président Bédié à la tête du PDCI au terme de la période d'intérim qui s'en est allée
dans la nuit du 8 au 9 août. Une grosse épreuve pour les militants et sympathisants du PDCI-RDA qui se retrouvent plus que jamais dans l'incertitude après la perte du président et d'un vice-président en un peu plus d'une semaine. Depuis 2000, année de sa retraite de l'armée, Gaston Wassénain-Koné s'était engagé pleinement dans la vie politique. Il a été successivement député du PDCI, président du groupe parlementaire PDCI, puis vice-président du parti. Sa mort est donc un nouveau coup dur pour le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, qui voit s'effondrer un autre de ses piliers historiques, alors qu'il prépare les élections municipales et régionales, prévues le 2 septembre prochain. Alors, nous déplorons tous la perte de ce héros de l'indépendance de notre pays. Avant d'ouvrir la session hommage ou la session qui va nous permettre de parler de la vie de cet homme, il y a 2 dernières interventions sur le thème précédent. Honorable Ndédé. Si, je m'en voudrais de ne pas aborder ce sujet qui concerne un de mes collègues. Nous avons vu sur les réseaux sociaux notre collègue Assalé, qui est candidat indépendant. Okay. Il n'est pas candidat de mon parti, mais qui a décrié tout ce qu'il vit. Vous parlez d'Assalé Tiemoko? Oui, Assalé Tiemoko. Le lien avec notre sujet de ce soir? Candidature indépendante. Même pas au sein d'un parti politique. Nous parlons ce soir des candidatures indépendantes issues des partis politiques. Oui, mais il est candidat indépendant. Ce n'est pas notre sujet, mais continuez comme ça. Je pense que, vous voyez, on parle de différentes crises. Et si ce qu'il dit s'avère vrai, il faut que l'État prenne des dispositions pour que une machine de l'État ne vienne pas contre un candidat. OK, d'accord. C'est vraiment pas notre thème de ce soir, c'est ça, Amadou. Et puis on va passer à l'hommage à Wassénain Gaston sur les candidatures indépendantes. C'était moi, en fait. Ah, c'était André Sylvain Conan. Autant pour moi. Allez-y, André. Non, pour moi, les 2 partis confirment que ils font des arrangements avec les Vous êtes d'accord qu'on ne va pas refaire le débat? On n'a pas le temps. Le petit arrangement, ce n'est pas un bon terme. Leur statut, ils n'ont qu'à appliquer les tests. Aussi simple que cela. Et il y aura beaucoup moins de problèmes. Encore une fois. Laissez-le terminer. Vous aurez la parole, laissez-le terminer. Encore une fois, je pense que ce problème peut être réglé de façon structurelle si les partis au pouvoir introduisent un amendement, sinon une loi au Parlement, pour mettre fin à tout ce qui est, prêtez-moi l'expression, transhumance. Ça va être réglé, voilà. Mais si on ne le fait pas, tout ce qu'on est en train de dire actuellement relève de l'hypocrisie, je le répète. OK, d'accord. Roger Adon, rapidement, un mot. Je ne vais pas polémiquer, loin de là, ce n'est pas ça le problème. C'est que dans notre texte, les textes disent de manière précise qu'il y a divers modes de choix des candidats aux élections. OK. Voilà. Donc, il n'y a pas d'achat de primaire, il y a divers modes. Donc, selon l'élection, on apprécie la désignation des types de candidats. Donc, vous ne pouvez pas reprocher à la direction d'un parti de choisir un mode de désignation. Et moi, je peux vous dire qu'il a participé vraiment à des choix de candidats qu'il y a peu eu de copinage. Je ne peux pas dire pas du tout, sincèrement. Okay. Maintenant, après, on ne va pas prendre le cas du RHDP pour faire une loi. Donc, c'est ça, être parti. Si c'est pour régler nos problèmes entre nous, quand on fait une loi, c'est autre chose. Mais on pourra le faire si vraiment cela doit apporter à la démocratie en Côte d'Ivoire. D'accord. Merci pour ces avis. On va passer maintenant au dernier thème de ce soir. Et je vais commencer par vous, honorable Ndédé Blaise, vu que vous êtes du PDCI. Parlez-nous du général Wassénain Gaston. Quand on dit général Wassénain Gaston, quel est le mot qui vous vient à l'esprit tout de suite? Malheureusement, je ne me voyais pas aujourd'hui en train de parler du général Wassénain au passé. Parce que dès que nous avons appris tous, le 1er août, le décès du président Henri Konan Bédié, tous les militants du PDCI, de façon unanime, pour ne pas exagérer, peut-être 90%, ont tous eu pensé au général pour la relève, pour la succession du président Bédié. Parce que, vous le savez, il a marqué la Côte d'Ivoire. C'est un militant discipliné qui a plusieurs valeurs. Valeurs militaires, parce qu'il a
vous avez dit qu'il a porté le drapeau. Il a apporté à l'armée ou à l'armée de Côte d'Ivoire plusieurs lois. On parle de la loi Ouassena au sein de la police, la loi qui a militarisé la police. Au sein de notre parti, il a joué et joue un rôle très important au point où le président Bédié a fait de lui le coordinateur de tous les vice-présidents. Et donc, il part à un moment où on avait vraiment besoin de lui. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement et nous sommes très meurtris, mais nous nous réveillons rapidement parce que tout le monde afflue dans les différents lieux, dans ces deux localités, là, 2 lieux, et nous nous remettons rapidement de ces deuils-là pour voir ce qu'il faut faire le lendemain. Roger Adom. Oui, ben, écoutez, le général Ouassena Koné, ça fait partie de notre histoire. Je n'utiliserai pas le terme héros de l'indépendance, pas parce que je n'ai pas de respect pour lui, parce que je pense qu'un héros de l'indépendance, c'est le président Houphouët-Boigny et tous ceux du RDA, du PDC-RDA, les femmes... Il fait partie des héros quand on parle de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est parti du jour, oui, c'est quelqu'un, c'est vrai qu'il a levé le drapeau, c'était un choix, mais donc là-dessus. Okay. Et vraiment, c'est vrai qu'on salue le parcours du militaire, justement, un homme de rang, qui a justement été mis à la sécurité intérieure. On se rappelle tous, enfin pour les plus anciens, dont je fais souvent partie autour de cette table, on a connu les opérations coup de poing, que j'ai la chanson d'Alpha Blondy, opération coup de poing, et on reconnaît ça. Et donc, il a à un moment donné décidé d'arrêter sa carrière militaire, aller de la retraite, pour devenir homme politique. Il était élu à Kachola à plusieurs reprises. Mais c'est vrai que donc, son départ nous attriste, parce que justement, on est pour un débat démocratique avec toutes les forces de ce pays présentes. Donc, mes condoléances à la Côte d'Ivoire pour le départ du PDCI. Et puis, je tiens aussi quand même à dire, parce que j'ai un ami et frère qui est au PDCI, Stéphane Bracano, qui est décédé hier matin. Mais pour vous dire, donc j'ai dû même arrêter tout à fait politique cessante pour être auprès de sa famille et aller Ivosset, être chez lui pour ce décès. Donc, ce qui prouve la fraternité du monde politique. Nous ne sommes pas seulement que dans l'affrontement. Et les deuils nous frappent aussi. Et on pense que le départ du général Ouassena Koné est une perte pour la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le jour du secrétaire exécutif, nous avons fait 1 minute de silence, 1 pour le président Bédié et puis 2 pour le général Gaston Ouassena Koné. Donc la Côte d'Ivoire perd un digne fils, un bon homme politique, et qui était un homme de démocratie et de paix. André Silva Kono. Le général Gaston Ouassena Koné, je ne le connaissais pas, je veux dire, nous n'avions pas de relation suivie, je ne le connaissais pas personnellement, mais j'ai eu plusieurs anecdotes qui m'ont été remontées. Okay. Et parmi ces faits, je relève donc le courage de l'homme. Ce sont des faits qui se déroulent donc en 2011, en pleine crise post-électorale. Et c'est un ancien ministre issu donc du PDCI qui raconte que par un concours de circonstances, il s'était retrouvé chez lui à domicile et son domicile avait été encerclé par des combattants que je ne nommerai pas parce que vous savez, il y avait donc les combattants pro-Gbagbo d'un côté et les commandos invisibles et autres de l'autre, mais son domicile a été encerclé par des combattants. Okay. Et il a passé un coup de fil. Le général Gaston Ouassena Koné, qui était alors à l'hôtel du Golfe, claquemuré avec le président Alassane Ouattara et le camp du RHDP, il dit, il ne sait pas par quel acte de bravoure et par quelle stratégie le général Gaston Ouassena Koné est arrivé à son domicile aux 2 plateaux, à la tête d'un commando, et à sa vue, ceux qui avaient assiégé son domicile ont fui. Okay. Et il a ramené à l'hôtel du Golfe en traversant tout Abidjan qui était contrôlé par les forces pro-Gbagbo. Donc, cet ancien ministre a raconté ce fait d'âme du général Gaston Ouassena Koné pour relever combien de fois l'homme était courageux. Bien sûr, il y avait d'autres faits comme ça qui montrent qu'il était un grand militaire.
Michel Betta. Oui, le général Wassena, c'est d'abord de présenter nos condoléances les plus attristées à la famille, au PDCI et à tous les Ivoiriens. Nous retenons du général Wassena cet auteur qui, depuis ma 6e, j'ai eu le privilège de lire son œuvre qui Trois vies. L'homme qui vécut trois vies. Et j'étais en 6e à Katola. Donc vous imaginez un originaire de Katola, et puis en 6e, je lis son œuvre. Bon, donc depuis, j'ai retenu son nom. Mais je retiens surtout de l'homme, c'est les événements de 2020. Les événements de 2020, il a été le dernier rempart du président Bédié. C'est grâce au président Wassena que le président Bédié n'a pas été enlevé par les militaires qui étaient venus à son domicile. Il a été là. Et il a donné l'ordre à ces militaires-là de ne pas mettre la main sur le président Bédié. Et son ordre a été respecté par ces militaires-là. C'est pourquoi je pense que lorsqu'il a eu la rencontre, après ces événements tragiques que la Côte d'Ivoire a connus, que le président Bédié a accepté de rencontrer le président Alassane Ouattara, il est allé avec le général Wassena. C'est vous dire tout ce qu'il représentait au sein de cette famille politique-là, non seulement en tant que militaire, mais en tant qu'acteur politique. C'est-à-dire que le PDCI perd un grand homme. Et je pense que, comme les grands hommes sont difficiles à remplacer, mais je crois que le PDCI va trouver la force en son sein pour pouvoir trouver les hommes qu'il faut pour conduire toujours la bataille de ce parti-là. Mais je veux aussi dire que pour nous autres jeunes, le général Wassena est un exemple de loyauté militaire. Parce que quand on observe tout ce qu'on vit aujourd'hui avec les coups d'État dans la sous-région, il a été général, il a conduit des missions périlleuses. Je ne vais pas revenir sur les tragédies que la Côte d'Ivoire a connues, mais ce sont des missions, quand tu sors de là, si tu n'es pas fort, tu peux être tenté par des attitudes désobligeantes vis-à-vis des autorités qui sont au pouvoir. Mais il a gardé sa position de militaire jusqu'à ce jour. Et dans toutes les missions militaires qu'on lui a confiées, on ne peut que dire qu'il les a bien conduits. Parce que quand il y a eu des questions d'ordre à imposer en Côte d'Ivoire, il a été là. Est-ce que vous avez des anecdotes pour nous ce soir? Non, je n'ai pas d'anecdote personnelle, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais comme c'est des histoires tragiques, il n'est pas bon de rappeler souvent quand des personnes ne sont plus là, les histoires qu'ils ont dû conduire de façon difficile. Donc c'est vous dire que c'est un grand homme que la Côte d'Ivoire perd et nous souhaitons que nos militaires soient de son exemple. C'est-à-dire que les militaires ivoiriens acceptent de rester africains, parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre plus grand amour. Moi, je le dis souvent, la Côte d'Ivoire, c'est notre plus grand amour et nous devons tout donner à la Côte d'Ivoire, quitte à garder ce pays-là en paix pour toute notre génération à venir. C'est ça, Amadou, vous avez un mot sur l'ordre? Je conclue. D'accord, allez. Je conclue rapidement. Je vous dis que, évidemment, ce général-là, il nous laisse une note d'espoir qu'on peut copier, qu'on peut imiter dans la conduite d'un État. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. C'est ça, Amadou? OK. Le général Wassena, comme l'a dit le frère, est un bel exemple également pour la démocratie. Et si tout citoyen africain et toute armée africaine s'inspirait de cette démocratie de M. Wassena, je pense que l'Afrique sortira également de toute cette crise. Parce que sans la démocratie, il n'y aura pas la paix. Et sans la paix, il n'y aura pas la stabilité. Le SADP, mouvement que je dirige, présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, à son parti politique et à toute la Côte d'Ivoire. Professeur Bangali. Oui, le général Wassena, la première des choses qu'il nous évoque, c'est le fait d'avoir été, en tout cas durant ses états de service militaire, un homme de loyauté et un homme de devoir, parce qu'il était le plus jeune officier, vous l'avez relevé, de l'armée ivoirienne pendant que l'indépendance était proclamée. Donc c'est à lui qu'est revenue la tâche de descendre le drapeau de la France et de hisser celui de la Côte d'Ivoire ensuite. Au-delà de ça, c'est lui qui a créé en 1962, en tout cas le président Houphouët-Boigny lui a fait confiance pour qu'il crée la garde républicaine qui par excellence avait la responsabilité de veiller sur le pouvoir d'État, en tout cas au service du chef de l'État. Et au-delà de cela, il a été pendant un temps pilote d'hélicoptère du président Houphouët-Boigny également. Bien sûr, son nom aussi associé
je dirais, au maintien de l'ordre dans l'affaire du Guébié, puisqu'il faisait partie, il était le chef de l'unité qui a été envoyé pour établir l'ordre dans cette région où il y avait des secousses dues à, disons, je ne dirais pas une tentative de sécession. Et donc, très souvent, quand son nom est cité, ces faits-là ressortent, mais je pense que c'était surtout un soldat en mission. Et il a continué d'être un soldat en mission à travers tous les faits d'histoire qu'il a eu à mettre à son actif, positif, les faits d'histoire positifs qu'il a eu à mettre à son actif. Et aujourd'hui, c'est vrai que son départ se situe à un moment où le PDCI a la croisée des chemins. Je pense qu'en l'absence du président Bédié, il fallait quelqu'un de la deuxième génération, parce qu'on considère que Houphouët-Boigny et ses compagnons sont de la première génération du PDCI. Et puis, entre la troisième génération, c'est-à-dire les jeunes qui aujourd'hui émergent, qui nourrissent des ambitions, entre cette troisième génération et la génération qui est déjà sortie, la première génération, il y a cette deuxième génération qui joue le rôle de gardien du temple. Donc, on était en droit de s'attendre à ce que cet homme qui faisait l'unanimité, parce qu'il jouissait d'un respect autant auprès de la vieille garde que de la jeune garde. C'est vraiment rare de faire l'unanimité autour de sa personne, autour de son style, de son tact. Et donc, tous les regards, effectivement, étaient portés sur lui. Alors, on ne comprend pas que... Tous les regards ou certains regards? Tous les regards au PDCI. En tout cas, pour ceux que j'ai eu à écouter, tous les regards que j'ai écoutés, j'ajoute écouter, donc étaient tournés vers lui. Donc, le fait qu'il part dans ces conditions vient encore, je dirais, fragiliser le PDCI. Et justement, quand vous êtes analyste politique, vous réagissez en même temps sur... Parce que le PDCI a à peu près une cinquantaine de vice-présidents. On espère que dans la cinquantaine, on trouvera suffisamment de ressources humaines qualifiées pour combler le vide. Comment vous voyez justement cette succession d'Henri Konan-Bédié? En tant qu'analyste politique, comment vous analysez la situation que vit le PDCI en ce moment? Je pense que la situation que vit le PDCI doit être gérée à la lumière des tests. On en parlait précédemment dans le sujet qu'on vient de clore. Parce que le président Henri Konan-Bédié, avant de partir, a pris le soin de préparer un héritage. Et l'héritage qu'il a préparé, ce n'est pas une personne, mais ce sont les tests. Et je pense qu'à partir du moment où la traversée de cette transition est régie et éclairée par les tests, il n'y a pas de raison qu'il y ait une occasion de fissure. Parce que les occasions de fissure arrivent lorsque on veut gérer, que ce soit le Congrès ou la Convention, en dehors de toute règle de transparence que définissent clairement les tests. C'est en ce moment-là qu'il y a des insatisfactions, des frustrations, dont des motifs de départ. Il faut rappeler que nous sommes dans un contexte où il y a deux partis oufouettistes. Il y a, c'est vrai, le PDCI, qui est le vieux parti oufouettiste, mais il y a aussi RHDP. Donc, ceux qui pourraient partir du PDCI ont une alternative. Donc, dans un tel contexte, il faut faire attention de ne pas donner de motifs à d'éventuels frustrés. Honorable Ndéndé Blaise, oui. Sur la succession au sein du PDCI, parce que vous l'avez dit vous-même, les regards étaient tournés vers Wassenain Gaston, qui n'est plus, malheureusement. Mais les regards, ce n'était pas pour qu'il succède automatiquement au président Bédié, puisque le PDCI a des tests, et les tests sont déjà en application, puisque le doyen d'âge des vice-présidents assure l'intérim. Et c'était plus compris, c'était plus pour l'organisation du futur congrès. Les dates sont déjà identifiées. Le comité d'organisation est mis en place depuis par le président Bédié. Donc, au sein du parti, il n'y a aucun problème. Les tests sont respectés, les choses sont en marche. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que les tests seront vraiment respectés? Est-ce qu'il aura surtout la discipline? On a commencé à respecter les tests et la discipline est appliquée. Vous voyez toute la cohésion. Je pense que ce deuil a d'ailleurs ravivé la fleur militante. Vous voyez, vous avez reçu aujourd'hui Tidiane, qui a accordé une interview exclusive. Oui, membre du bureau politique du PDCI. On a, tout le monde était aux obsèques du président et je pense que tout ce que nous recherchons et tout ce qui se dit au sein du parti, c'est la cohésion. Et c'est pour ça que nous sommes certains qu'on ira au Congrès. Les dates sont identifiées, si les dates seront respectées ou pas, mais le prochain Congrès est fixé en octobre. Et nous irons pour élire un nouveau président qui va succéder au président Bédié. D'accord. Je vais donner la parole à André Sylvain Konan en tant que journaliste rapidement sur la situation qui prévaut
au sein du PDCI, RDA, et ensuite nous allons passer au carton de la semaine. Je pense que pour l'heure, le PDCI gère avec beaucoup de responsabilités toute cette crise. Parce qu'en 10 jours, c'est 3 décès très importants qui auraient pu le déstabiliser véritablement. Mais pour l'instant, on ne constate pas de soubresaut. On a l'impression qu'il n'y a pas véritablement de séisme. Alors, ce qui va se passer, c'est que le PDCI réussira à redevenir sans doute un parti fort parce qu'il ne l'était plus. S'il sort vraiment du Congrès, un président élu de façon équitable, parce que c'est ça, si les règles sont équitables, si les règles sont sues et qu'il n'y a pas d'exclusion, qu'il n'y a pas de volonté de tripatouiller pour l'un et contre l'autre, à ce moment-là, il y aura des problèmes. Mais pour l'instant, j'avoue que depuis le 1er août, date à laquelle il y a eu cette tragédie, aussi bien pour le PDCI que pour la Côte d'Ivoire, nous observons le PDCI et pour l'instant, il gère la transition avec beaucoup de responsabilités. Roger Adom, pour refermer cette partie. Avant de refermer... S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. D'accord, laissez Roger Adom parler et je reviens si vous voulez la parole. Je vous la donne. Il n'y a pas de souci. Merci. Allez-y. C'est bien la discipline du PDCI, on la voit, on voit qu'elle existe. Ce que je tenais à dire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je n'ai pas bien entendu. Non, vous êtes discipliné. Nous, RHDP, on ne se réjouit pas de ce qui arrive au PDCI, parce qu'on ne peut pas se réjouir de décès, ou que la Côte d'Ivoire, que notre pays, perde des hommes politiques illustres. On avait, c'est vrai, des différences de vision, mais nous ne souhaitons pas au PDCI de se diviser. Maintenant, quelque part, en tant que force politique, on pense que le PDCI est aujourd'hui un parti du passé, avec une vision du passé, même si c'est vrai qu'on espère qu'ils vont réussir à repartir de l'avant, puisqu'en fait, au final, on remarque qu'en près de 30 ans, ils ont perdu une hégémonie. Ils ont été un parti-État. Ça, c'était un vrai parti-État. On l'a tous vécu. Mais aujourd'hui, c'est un parti qui est présent sur à peu près les 2 tiers du territoire du pays. Donc, est-ce qu'ils pourront redevenir la force politique? Est-ce qu'ils vont réussir à se renouveler? Est-ce qu'ils vont réussir à passer de 1947 à 2023? C'est tout ce qu'on leur souhaite. Voilà. OK. Honorable Ndédé Blaise, 10 secondes pour réagir à ce qui a été dit, avant de passer au carton de la semaine. Je rebondis parce que j'ai cru entendre d'André que le PDCI n'était pas un parti fort, qu'on va redevenir. Je pense que le PDCI a toujours été un parti fort et le président Bédié faisait l'unanimité. Il dirigeait le parti et je pense qu'il n'y avait pas de problème au PDCI. Et c'est parce qu'on a des tests forts que le PDCI continue de vivre sans problème. Et vous serez surpris parce que ce qui arrive est plus important que ce qui est passé parce que nous allons résolument pour le pouvoir d'État en 2025. Puisque le président Ouattara a dit qu'il souhaitait le renouvellement de la classe politique et nous espérons aussi que au RHDP, c'est vrai qu'un malheur nous a frappés, nous ne le souhaitons pas chez eux, mais c'est vous le passez tellement fort que on est un peu inquiet. Sont bonnes pour que cette classe-là soit renouvelée pour les prochaines élections. Donc on souhaite... Messieurs, vos avis ont été notés et pris en compte sur ce plateau d'NCI 360. Nous allons maintenant passer au carton de la semaine, juste après ceci. Les cartons de la semaine. André Sylvain Kono. C'est ça. Carton rouge. Les coups d'État ne doivent pas être soutenus, encore moins expliqués, du moins justifiés par les intellectuels. Nos principes ne doivent pas varier les jours pairs et changer les jours impairs. Un coup d'État, il n'est pas bon. Il faut le condamner fermement, il ne faut pas le justifier, il faut
il ne faut pas adhérer à tous les éléments de langage utilisés par les putschistes. Prochain carton rouge. D'accord, prochain carton, André Cissé. C'est le seul carton. Si c'est Abedou, vous avez un carton? Carton vert pour la CEDEAO. OK. Pour les actions de dialogue menées jusqu'à présent sur le Niger, pour permettre également la restauration de la démocratie et mettre Monsieur le Président Bazoum dans ses fonctions de président de la République. Michel Betta. Oui, carton vert, d'abord, c'est pour l'inauguration du pont. Hein, 5e pont. Oui, ça a été vraiment un événement. Non, à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette œuvre-là, ça a été vraiment un bon événement et ça montre un peu le dynamisme de la Côte d'Ivoire. Carton jaune pour les accidents de la circulation. Malheureusement, on a déploré vraiment dans ces temps-ci des accidents de la circulation qui, ma foi, méritent un peu plus d'analyse dessus. Il faut que les enquêtes nous situent sur les raisons parce qu'on a déploré trop de morts. Carton rouge pour la CEMU. Parce qu'aujourd'hui, quand on passe un peu... Couverture maladie universelle. Voilà, la CEMU, couverture maladie universelle, où aujourd'hui, nos enfants sont obligés d'aller s'inscrire, d'aller pour avoir leur carte et ils sont obligés de veiller. On les voit des rangs interminables et vraiment, je pense qu'il faut très vite trouver une solution pour ne pas que ces goulots de terminaux autour de la carte puissent être un frein à l'obtention de cette carte. Professeur Bangali. Oui, carton rouge contre, je dirais, des analystes activistes. Hein, parce qu'être analyste, c'est d'abord, avant tout, décrypter. Donc, permettre à ceux qui nous écoutent de comprendre le fait qu'on décrypte. Donc, carton rouge contre tous les analystes qui utilisent l'opportunité qu'on leur donne d'avoir accès à l'audience pour défendre des opinions personnelles qui veulent faire passer pour vérité, sans pour autant aller en profondeur des faits, pour permettre aux téléspectateurs d'avoir les faits complètement détaillés pour faire leur choix et construire leurs opinions de façon libre. Carton vert à l'État de Côte d'Ivoire pour l'ensemble du projet d'aménagement de la baie de Cocody. J'avoue que ce sont les gens d'initiative du gouvernement qui nous rendent fiers d'être Ivoiriens. Le fait que le problème d'inondation dans la baie de Cocody ait été réglé, qu'à la suite, il y a ce majestueux pont à Auban qui trône au-dessus de la baie et qui redonne de la splendeur. Je pense que c'est une étape. Il y aura encore d'autres étapes, avec notamment les réceptifs hôteliers ou en tout cas des points de villégiature qui viendront encore renforcer ce qui a été fait. Je pense que pour cela, un carton vert au gouvernement de Côte d'Ivoire. Honorable Ndédé Blaise, votre carton. La stabilité qui envoie. Carton vert à tous les Ivoiriens pour cet élan de solidarité envers le PDCI-RDA qui est dans une situation triste, mais nous constatons que toute la nation est autour du PDCI, autour de différentes familles endeuillées. La famille du président Henri Konan Bédié, la famille du général Ouassena et la famille de notre ami Stéphane Bracano. Roger Adam, vos cartons ou votre carton? Bon, étant donné que les cartons verront être donnés au gouvernement, au président de la République, pour le 3e pont, je ne vais pas faire de la redite. 5e pont. Le 5e pont, excusez-moi. Le pont Alassane Ouattara. Pour Alassane Ouattara. Donc, qui est une belle œuvre. Et vraiment, on ne peut que saluer le président de la République et toute son équipe pour cette belle œuvre. Moi, je donnerais un carton vert pour tous ceux qui travaillent sur la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui avance à grands pas. Et on voit qu'en quelques mois, des grands travaux ont été faits. Les stades sont pratiquement prêts. On a peu de récriminations aujourd'hui au niveau des stades. Les stades sont prêts. Ils vont être équipés par la CAF dans quelques semaines. Et puis que les hôtels sont en train d'être finalisés. Donc, carton vert pour cette Côte d'Ivoire qui avance, qui bouge, et puis qui est un exemple pour la sous-région, pour l'Afrique et pour le monde. Donc, voilà le carton vert que je donne. Et puis, je reste sur le positif. Que je ne donnerai ni carton jaune ni carton rouge. D'accord. Merci pour tous ces cartons. Nous avons un seul carton ce soir. Sinon, j'ai un seul carton ce soir. C'est un carton à tous les téléspectateurs de NCI. Merci de votre fidélité. Nous sommes donc au thème de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Le dimanche prochain, vous serez avec Ali Diarra-Souba. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale.
Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.